Bonjour à toutes et à tous. La présentation que je vais vous faire ce matin est un petit peu originale dans le sens où on va partir des résultats en laboratoire sur la perception visuelle pour se retrouver dans la rue dans le cadre de recherche participative. Donc, dans les troubles du spectre de l'autisme, on retrouve plus de comorbidités ophtalmologiques que dans la population générale, à savoir des troubles de la réfraction, des troubles de l'accommodation, du strabisme et de l'amblyopie. Il se trouve qu'en plus, en présence de ces troubles ophtalmologiques, eh bien, il y a plus de troubles cognitifs que les enfants autistes qui n'ont pas de troubles ophtalmologiques. Toutefois, peut-être une petite interrogation sur le fait de savoir si les résultats scientifiques sur l'impact des troubles ophtalmologiques dans les troubles du spectre de l'autisme correspondent vraiment à l'ensemble du spectre, puisque plus de 80% des études scientifiques sont réalisées chez des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme sans trouble du développement intellectuel. Du coup, on peut s'interroger, est-ce qu'on peut vraiment étendre ces résultats à l'ensemble du spectre, ou est-ce qu'ils ne représentent pas en fait uniquement la partie du spectre qui a été étudiée? Et enfin, une autre interrogation, eh bien, dans d'autres troubles du neurodéveloppement, on trouve également plus de comorbidités ophtalmologiques. C'est le cas notamment du TDAH, et c'est le même type de comorbidité qu'on retrouve. Alors pas dans les mêmes proportions, dans des proportions moindres, mais tout de même. Et puis autre chose, chez les jeunes enfants qui n'ont jamais vu, donc qui sont atteints de cécité dès la naissance, eh bien on se trouve que chez 30 à 90% d'entre eux, ils vont présenter un phénotype d'autisme. Donc là encore, finalement, on peut s'interroger sur des liens potentiels entre les troubles ophtalmologiques et les troubles du neurodéveloppement, et en particulier dans l'autisme. Je vais ensuite m'intéresser à la rétine. Alors la rétine, c'est une structure extrêmement intéressante parce qu'il se trouve que la rétine, elle va utiliser les mêmes neurotransmetteurs que le reste du système nerveux central. Et en plus, elle a la même origine embryologique. Quand on parle du coup de troubles du neurodéveloppement, on comprend l'intérêt de se focaliser un petit peu sur la rétine, d'autant plus qu'elle est quand même beaucoup plus accessible pour des études que le reste du cerveau. Eh bien, dans les troubles du spectre de l'autisme, on a retrouvé des particularités à la fois structurelles et fonctionnelles au niveau de la rétine. Pas chez l'ensemble des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, mais chez une partie d'entre elles. Et donc, une fois que l'influx nerveux sort du nerf optique, il rejoint le corps genouillé latéral pour rejoindre le cortex visuel primaire. Et donc, le cortex visuel primaire, ça va être la première aire dans laquelle des informations visuelles vont passer. Et vous allez avoir uniquement des informations visuelles très basiques. Ça va être l'orientation, le contraste, les fréquences spatiales. Et en fait, tout ce qu'on regarde, quel que soit le type de stimulus visuel, eh bien, vous avez des informations primaires dedans. Donc du coup, cette structure, elle est très importante parce que s'il y a des atypies au niveau de cette structure, on imagine bien que ça peut avoir des conséquences en cascade sur tout le reste des stimuli visuels. Eh bien, on a retrouvé des atypies au niveau de cette structure à l'échelle cellulaire. En revanche, à l'échelle anatomique, quand on fait une imagerie, eh bien, on ne va pas retrouver de différence. On a aussi retrouvé des atypies dans ce qu'on appelle la plasticité. On a parlé tout à l'heure d'ailleurs de la plasticité. Mais la plasticité au niveau du cortex visuel primaire, ça va rendre compte de la façon dont on réussit à intégrer les nouvelles informations visuelles. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a 2 études à l'heure actuelle qui ont porté sur la plasticité dans cette structure et qui donnent des résultats opposés. À savoir, dans un cas, une moindre plasticité et dans l'autre cas, une plus grande plasticité. Moi, c'est le sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans, ces 3 dernières années, chez un modèle animal, et je crois vraiment qu'il y a quelque chose à ce niveau-là à creuser. Eh bien, au niveau de V1, quand on va mesurer l'activité de V1 lors de certaines tâches, on a retrouvé une hyperactivation de cette structure lors de tâches perceptives. Ça veut dire que du coup, cette aire va être plus activée que chez les personnes neurotypiques lorsqu'elles sont en train de regarder des mouvements, etc. Mais là encore, ça n'a pas été répliqué dans toutes les études, donc ça pose encore des questions. Et puis enfin, on a observé une moindre connectivité entre V1 et les autres aires cérébrales.
Et pour que la perception visuelle puisse se faire, une perception complexe par exemple, quand là je vous regarde tous, j'ai besoin d'à peu près plus de la moitié de mes aires cérébrales qui vont être activées pour pouvoir intégrer simplement l'image que j'ai sous mes yeux. Donc si c'est moins connecté entre cette première aire et les autres aires cérébrales, on comprend bien que du coup, ça risque d'être compliqué d'avoir une image globale de ce que l'on parvient à percevoir. Et puis aussi, quand on mesure simplement l'activité électrique cérébrale à la surface du scalp, eh bien, on retrouve là encore des particularités pour le traitement du contraste. Donc ensuite, on va passer plutôt aux autres types de stimulation qu'on peut rencontrer lorsqu'on est dans la rue, et notamment les mouvements. C'est quelque chose auquel on est très confronté, que ce soit les mouvements biologiques ou par exemple les mouvements d'un végétal, le mouvement d'un animal, etc., les voitures, etc. Pour pouvoir se déplacer, il faut qu'on parvienne à percevoir correctement ces mouvements. Et bien dans les troubles du spectre de l'autisme, on retrouve des difficultés au niveau du traitement du mouvement global. Lorsque vous voyez par exemple un vol d'oiseau, ça c'est un mouvement global. Et chaque petit oiseau individuellement, c'est un mouvement local. Les mouvements locaux, qui sont d'ailleurs traités au niveau du cortex visuel primaire, on ne retrouve pas de différence. En revanche, sur le mouvement global, il y a plutôt un déficit. Et on retrouve également un déficit sur les mouvements biologiques. Les mouvements biologiques, c'est tous les mouvements qu'on produit avec le corps, y compris la bouche quand on parle. Et là aussi, on retrouve un déficit. Alors un déficit modéré, mais on retrouve quand même un déficit. Et puis, une information visuelle très particulière, c'est celle des visages. Et quand on est dans la rue, là encore, on y est confronté couramment. Eh bien, dans les troubles du spectre de l'autisme, on retrouve bien sûr des difficultés pour la reconnaissance, l'identification et l'exploration des visages. Et là, c'est une étude qui maintenant est un petit peu historique, réalisée avec un oculomètre qui permet de suivre les déplacements du regard sur un écran d'ordinateur. Et les petits traits rouges que vous voyez, c'est la façon dont la personne a exploré ce visage. Et on voit bien que la partie supérieure, avec les yeux notamment, n'a pas été explorée. Ce qui veut dire que si on ne regarde pas les yeux, il y a plein d'informations qu'on ne va pas avoir et qui peuvent avoir des conséquences sur les interactions sociales et la communication par la suite. Alors pour déplacer notre regard, eh bien, on va avoir besoin du système oculomoteur. Et le système oculomoteur, qui permet donc de déplacer son regard, il va être constitué des saccades. Les saccades, c'est les mouvements qu'on fait. C'est le plus rapide mouvement que le corps humain est capable de produire. Et elles sont présentes dès la naissance. Par contre, elles ne sont pas encore matures. C'est-à-dire qu'à la naissance, elles vont être moins précises. Elles sont hypométriques. Et puis, elles ont une latence augmentée. Et au fur et à mesure, avec la maturation cérébrale, petit à petit, la latence va décroître jusque vers l'âge de 14-15 ans. Si on veut faire une fixation, c'est ce que ce petit garçon est en train de faire sur le personnage, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va acquérir l'information visuelle. Et ce processus, il n'est pas en place à la naissance, il va progressivement s'installer dans les premiers mois de la vie. Donc avec cet appareil, l'oculomètre, on a aussi pu observer comment on peut suivre un objet en mouvement. Et ça, quand on est dehors, c'est quelque chose dont on a absolument besoin. Si vous voulez éviter la trottinette qui arrive sur vous, vous allez avoir besoin d'être en capacité de suivre ce mouvement, par exemple. Ou la petite abeille qui vous dérange un petit peu par son bourdonnement, mais aussi par le mouvement qu'elle produit. Eh bien, à la fois dans les troubles du spectre de l'autisme et dans le TDAH, on a observé qu'il y avait une moindre précision pour ce type de mouvement en laboratoire. Et on peut imaginer du coup que dans le quotidien, ça va avoir des conséquences sur la coordination visio-motrice. Par exemple, la capacité à jouer au ballon, mais aussi à monter sur un escalator. Et toujours avec cet appareil, l'oculomètre, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi ce qu'on appelle un déficit d'inhibition saccadique. Donc pour ce type de tâche, vous allez avoir un indice qui va apparaître sur un côté, et puis ensuite une cible. Lorsque vous avez le point rouge, vous allez faire une saccade dans la direction de la cible. Lorsque vous avez le point vert, vous allez le faire dans l'autre sens. Et les personnes autistes, comme les personnes avec un TDAH, ont tendance à faire plus d'erreurs de direction dans la tâche uniquement d'antisaccade. C'est-à-dire qu'elles vont aller du côté où l'indice était apparu précédemment. Et donc on peut imaginer que ce type de difficulté au quotidien eh bien, va se traduire par une difficulté à inhiber les informations visuelles saillantes au détriment de celles qui peuvent être nécessaires à l'action en cours.
Et quelque chose qu'on retrouve, quelle que soit la technique qu'on va utiliser d'étude, c'est l'hétérogénéité. L'hétérogénéité, on va la retrouver notamment dans les études en oculomotricité, dans les études qui mesurent l'activité électrique cérébrale notamment. Eh bien, on retrouve une plus grande hétérogénéité entre les personnes autistes elles-mêmes que dans la population générale. Mais on la retrouve aussi entre les essais, parce que là, la poursuite visuelle qu'on a vue, ou la tâche de saccade anti-saccade, il faut la faire un certain nombre de fois pour pouvoir acquérir suffisamment de données pour pouvoir les analyser. Et donc, entre chaque fois, eh bien, on retrouve plus de variabilité dans les paramètres qu'on mesure chez les personnes autistes que dans la population générale. Et donc, c'est vraiment un trait fort. Et puis, on le retrouve aussi, finalement, simplement dans les témoignages. Là, par exemple, c'est 2 témoignages qui m'ont été faits quand on parlait de la ville. Le premier, c'est un jeune adulte qui m'expliquait à quel point le reflet dans les vitres l'empêchait, y compris de se déplacer dans la ville. Quand un second, lui, m'a dit, à l'inverse, ah non, les reflets du ciel dans les vitres, c'est très beau. Donc là, on voit bien encore cette hétérogénéité à tous les niveaux. Et donc si on repense à ce que je vous ai dit précédemment sur toutes les particularités visuelles qu'on retrouve dans les troubles du spectre de l'autisme, et qu'on regarde cette simple scène, je suis descendue en bas de chez moi, j'ai pris la photo, voilà. Donc j'ai pas cherché un endroit particulier, voilà. Et donc là, j'ai fait apparaître simplement toutes les difficultés potentielles qu'il peut y avoir. Mais ça, c'est simplement à partir des résultats de laboratoire. C'est pas parce qu'on les a étudiés dans la rue. Et donc le projet que moi je porte, c'est justement de sortir du laboratoire et d'aller dans la rue maintenant pour essayer de comprendre comment ça se passe vraiment. Parce qu'on voit bien qu'en laboratoire, c'est extrêmement essentiel. Enfin, je veux dire, c'est essentiel. On ne peut pas se passer des études en laboratoire, et c'est à partir des études en laboratoire qu'on peut retourner après sur des études en milieu plus écologique. Ce que j'appelle écologique, c'est pas aller dans la nature au bord de la Loire, c'est vraiment juste aller dehors, voilà, en ville, principalement dans notre étude. Eh bien, dans notre projet, on va croiser 3 types d'expertise. Celle des chercheurs, mais aussi l'expertise d'usage ou le savoir expérientiel des personnes autistes elles-mêmes, et puis aussi celle des cliniciens, parce que aussi ils ont, je dirais, une autre forme d'approche, et que c'est très intéressant de pouvoir croiser les regards, tous ces regards et toutes ces informations, ces savoirs, ces expertises, pour aboutir à une meilleure compréhension de comment se passe finalement cette sensorialité dans la ville. Et donc, ça donne lieu à un projet de recherche participative. Ce projet, on l'a appelé Autisensité, parce que quand on dépose auprès de l'Agence nationale de la recherche un projet, on est obligé de donner un acronyme, donc ça donne quelque chose de pas génial, mais il fallait bien trouver quelque chose. Et ce que ça signifie, en tout cas, ce projet, c'est l'idée qu'on va mettre au point une méthodologie d'évaluation sensorielle de la ville, qui va être adaptée à la fois aux particularités sensorielles des personnes autistes, à leur fonctionnement cognitif, et le public cible, ça va être plutôt les adolescents et les adultes, avec ou sans troubles du développement intellectuel associés. Donc on va avoir une équipe très très pluridisciplinaire, parce que vous imaginez bien que quand on sort du laboratoire, il y a tellement de choses à contrôler que du coup, il nous faut avoir, je dirais, beaucoup de spécialistes. Et ça, c'est aussi possible grâce au GIS. Parce que au GIS, c'est un réseau, et donc on va croiser d'autres chercheurs qui ont d'autres disciplines, et c'est un peu comme ça que s'est construit ce projet. Donc par exemple, pour l'université Paris-Cité, nous sommes 3. Il y a Émilie Cap, qui elle est spécialiste de la qualité de vie, en tout cas c'est ce qu'elle va nous apporter dans ce projet. Il y a Sylvie Chocron, qui elle est spécialiste des troubles neurovisuels, et puis moi. Et puis, je lis en même temps, donc je vais essayer de vous dire les gens dans l'ordre. Et puis, on a des associations, et notamment Campus Urbain, qui est une association, dont l'objectif est de promouvoir la recherche participative pour faire évoluer l'action publique. Et donc, c'est le directeur de cette association qui a déposé auprès de l'ANR, avec nous, ce projet. Et puis, on a Aspi Friendly, qui est un dispositif basé à Toulouse, mais qui rayonne sur l'ensemble des universités en France pour faciliter l'accueil des étudiants autistes, mais aussi des personnels dans les universités françaises. On a aussi Marine Gangeorges, que je crois vous avez accueillie l'an dernier, qui elle va nous aider sur l'analyse comportementale avec son collègue Nicolas Dolion, qui est à l'université de Reims-Champagne-Ardenne.
On a Mohamed Chetouani, dont je vais parler un petit peu après, et on a une chercheuse italienne, parce qu'on a franchi les frontières, parce qu'en France, il n'y avait pas d'urbaniste qui avait déjà travaillé sur l'autisme, et donc on a été regarder en Italie ce qui se passait, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets de recherche sur ces questions-là, et c'est pour ça que Valentina Tallu nous a rejoints. Et puis, il y a également Caroline Demilly, qui est chef de pôle psychiatrie à l'hôpital du Vinati à Lyon, qui est coordinatrice du centre iMind et qui est l'une des deux coportrices de ce projet avec moi. Et enfin, on a des collectivités territoriales, parce que vous allez voir que comme on travaille sur la ville, le mieux c'est d'avoir quand même les collectivités avec nous pour que les aménagements qu'on propose puissent être réalisés concrètement. Et puis on a notamment l'APESA, et après on a un certain nombre de personnes qui sont des autoreprésentants qui participent au projet sans être affiliés à une association. Et donc voilà, c'était là où je voulais en venir. On a décidé de se faire accompagner spécifiquement sur le volet éthique, parce que là vous comprenez bien qu'on est dans un type de recherche très particulier et qu'il nous semble important qu'il y ait un chercheur dans le projet qui se consacre pleinement à la question de l'éthique, parce que disons que c'est pas un format de recherche classique, il n'existe pas nécessairement de démarches éthiques qui ont déjà été formalisées sur ce type de projet, et donc on préfère avoir une personne qui est dans le projet mais vraiment dédiée à cette question-là. Donc, une fois qu'on a formé ce consortium avec l'ensemble des personnes que je vous ai citées, eh bien, il nous a fallu répartir les rôles dans ce projet. Parce que l'idée, c'était pas que, par exemple, les personnes autistes qui participent à notre projet, on leur demande juste « Ah oui, donc quand tu sors dans la rue, est-ce que tu es gêné par telle ou telle chose ?» Mais vraiment qu'ils puissent participer à l'ensemble du projet, y compris à la définition des questions scientifiques, qu'on leur apporte les moyens pour aussi participer aux résultats, aux discussions et à la valorisation ensuite, ça veut dire à la dissémination des résultats que nous obtiendrons. Donc ça nous a semblé effectivement intéressant. Parmi les choses dont on a discuté, le premier truc c'est le choix. Est-ce qu'on dit par exemple personne avec autisme, personne avec TSA, personne autiste? Et le choix qui a été fait dans le groupe, c'est d'utiliser le terme de personne autiste. Et puis on a aussi identifié les méthodes de communication que l'on utilise entre nous, de façon à ce que la communication soit effectivement adaptée et permette vraiment à tous les participants, y compris les collectivités territoriales, de participer au projet pleinement, parce que en fait, peut-être que les techniques qu'on utilise habituellement ne sont pas nécessairement adaptées, donc il fallait revoir ça aussi. Et donc on a procédé après à des entretiens de groupe sur la sensorialité dans la ville, qu'on a mené d'ailleurs à Ivry, qui est l'une des villes qui va participer, avec 4 personnes qui ont mené ces entretiens, donc toujours avec ces disciplines différentes, un architecte, Valentina, notre urbanisme, une maman, Tina, et puis moi. Et on l'a fait la semaine dernière dans un contexte très complexe, mais on a quand même eu vraiment beaucoup de participants, avec des adultes, des parents, et puis aussi un certain nombre de professionnels. On avait prévenu qu'on mettrait un espace calme à disposition, de façon à ce que les parents puissent venir avec les enfants s'ils le souhaitaient. Et cet entretien, il avait 3 objectifs. D'abord, de nous permettre d'identifier les lieux et les sources sensorielles dans la ville qui peuvent être agréables ou désagréables. De faciliter aussi la paire aidance, ça c'était le deuxième objectif, c'est-à-dire que, je dirais simplement, lorsque les gens discutent entre eux, il y a des solutions que certains peuvent utiliser et qui peuvent être en réalité bénéfiques plus largement. Et puis, on voulait identifier les manifestations comportementales liées à cet environnement sensoriel, puisqu'on va avoir une analyse comportementale fine, avec notamment des caméras qui vont être positionnées, pour essayer de voir quelles vont être les stimulations sensorielles qui vont produire des réactions comportementales. Par exemple, simplement le bruit d'un klaxon. D'après les témoignages, on a déjà un certain nombre de panels de réactions différentes qui vont effectivement du fait de se figer, du fait de sursauter ou aucune réaction. Et donc on a besoin en fait d'établir à ce stade de notre projet vraiment tout le panel des types de comportements qu'on pourra observer par la suite. Et puis on a parlé du bruit, parce qu'effectivement la ville, ça n'est pas que visuel, même si 80% des informations qu'on perçoit, eh bien, elles sont visuelles, il y a aussi le bruit. Et dans les entretiens qu'on a fait, le bruit il est ressorti très très fortement, avec je dirais
des mots qui étaient quand même extrêmement difficiles. Il y a une jeune femme qui a parlé notamment de questions de torture, en fait, pour elle, les bruits, que ce soit les bruits des véhicules ou le fait que les immeubles sont un petit peu serrés, que les bruits vont se réverbérer et que du coup ça condense les bruits vers le bas. Mais ces termes, ils ont déjà été recueillis au Canada lors d'un projet de recherche participative mené chez des jeunes et des adolescents autistes à partir d'un protocole qui s'appelle Photo Voice, où vous prenez des photos dans la ville, des endroits agréables et désagréables, et vous proposez aux participants de décrire ces photos et d'expliquer comment on pourrait faire pour les rendre plus agréables. Mais là encore, ils avaient parlé d'anxiété, de douleur, ils n'avaient pas parlé de torture, mais les mots étaient quand même extrêmement difficiles et montraient à quel point la ville, sensoriellement, n'est pas adaptée aux particularités sensorielles des personnes autistes. Et puis on a un jeune adulte qui nous a expliqué que dans l'enfance, mais finalement les sons pour lui étaient vraiment insupportables, source d'une très grande anxiété, mais que petit à petit, une fois que les sons devenaient familiers, il arrivait à surmonter ces difficultés. Je pense que là, par contre, l'analyse comportementale qu'on pourra faire, elle nous aidera, parce que lui dit qu'il arrive à les surmonter. Par contre, quand on le voit à l'extérieur, on voit bien qu'il a des manifestations comportementales qui montrent que même s'il y arrive, ça doit lui demander un effort extrêmement important en termes attentionnels, notamment. Et puis, ça j'ai parlé des histoires de klaxon, et puis on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le fait que dans une rue calme, eh bien, un éducateur d'un IME nous expliquait à quel point là il y avait moins de manifestations comportementales liées à cet environnement sensoriel, et il a dit aussi que lui aussi se sentait mieux dans cet endroit-là, et que donc on ne sait pas si ça a un impact finalement, son propre comportement, si ça a un impact sur celui des jeunes qui l'accompagnent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que 50 à 70% des personnes autistes ont une tolérance altérée au son. Donc effectivement, travailler sur les bruits dans la ville, ça paraît une nécessité. Et donc, on a essayé de trouver des solutions aussi dans notre focus group. On s'est tourné vers notre urbaniste qui, elle, propose de réduire les stimulations sonores à partir finalement de la diminution de la place dans la voiture, parce que les véhicules en ville, c'est 90% du bruit en Europe qui est produit. Donc si on limite la place de la voiture, effectivement on peut imaginer que ça va limiter les nuisances sonores. Et puis on a un parent qui a proposé d'utiliser un casque anti-bruit. Et enfin, les éducateurs de l'IME qui indiquaient, eux, qu'ils trouvaient pertinent d'adapter pour chaque jeune les parcours qu'ils avaient à faire dans la ville en fonction des particularités sensorielles de chacun. Alors, je ne vais pas détailler précisément toutes les mesures que propose Valentina Talus, mais globalement, c'est diminuer le trafic à l'intérieur d'un quartier et le concentrer sur le pourtour pour favoriser la marchabilité à l'intérieur de ce quartier. Au niveau visuel, il y a des choses qui effectivement sont ressorties très vite, à savoir bien sûr les enseignes lumineuses qui vont attirer le regard, notamment par exemple les croix des pharmacies, et qui empêchent du coup de focaliser son attention sur l'action qu'on doit mener à ce moment-là. Et il y a quelque chose qui est revenu très fortement dans tous les témoignages, c'est la question des trottinettes et des vélos sur le trottoir. Et donc là, cette question-là, c'est vraiment, est-ce que c'est la question de la perception du mouvement, le côté mouvement en tant que tel, ou la question de la perception du temps, la temporalité de l'image, ou encore est-ce que c'est lié à l'imprévisibilité des mouvements que peuvent être produits par ces véhicules. Donc voilà toutes les questions qu'on peut se poser à partir de ça, mais je crois que la question du mouvement, elle est vraiment centrale. On nous a aussi parlé des difficultés liées aux multiples stimulations. Par exemple, une maman expliquait que son enfant ne pourrait pas apprendre à traverser la route avec le petit passage piéton, là, le petit feu tricolore, le personnage vert ou rouge, parce qu'il y avait tellement d'informations dans l'environnement que jamais il ne pourrait focaliser son attention sur ça, même s'il avait les capacités cognitives pour pouvoir traverser. C'était vraiment, le problème était vraiment de cette foultitude d'informations et de cette incapacité à hiérarchiser les informations, et ça en tout cas dans la littérature on le retrouve, cette difficulté à hiérarchiser les informations.
Et puis dans la salle, il y avait aussi des gens qui avaient un handicap visuel en plus et qui ont indiqué pour le coup la difficulté pour eux à avoir aussi trop d'informations sensorielles en même temps. Donc ce qu'on peut imaginer dans les choses qui pourraient être faites, c'est de réduire les informations sensorielles uniquement à celles qui sont nécessaires à la compréhension et au déplacement, aux interactions dans la ville. Ça veut dire principalement limiter les surfaces réfléchissantes, les panneaux publicitaires, les enseignes lumineuses, et pour notre histoire de perception du mouvement, créer des pistes cyclables en site propre pour éviter de se retrouver piéton contre cycliste. J'ai participé à une recherche participative sur la mobilité des retraités et la question des conflits d'usage entre cyclistes et retraités, et s'est posé de la même façon en fait. Et il se trouve que le système visuel est un système qui va se détériorer peut-être plus rapidement que d'autres, donc on peut se poser la question si là encore, à la fois, de l'autre côté de la vie, là où ce système visuel va commencer à défaillir avant d'autres facultés cognitives, si on ne peut pas finalement faire un pont entre les troubles du neurodéveloppement par les aspects visuels et l'autre extrémité de la vie. Ce qui est revenu très fortement aussi, c'est la question des besoins d'espace calme sur l'espace public. Un espace calme qui permet, au niveau une sorte de transition, par exemple, en amont d'un gros carrefour ou en aval, pour pouvoir se reposer avant de passer ou après. Mais c'est aussi un endroit pour profiter d'une stimulation sensorielle qu'on apprécie. Par exemple, le son de la cloche de l'église. Dans certains cas, c'est absolument insupportable. Pour d'autres, au contraire, c'est plaisant. L'idée aussi serait d'avoir ce type d'espace calme dans les parcs publics. Et on a beaucoup parlé des parcs publics, parce que c'est un lieu extrêmement important lorsqu'on a un jeune enfant. Mais ils ne sont pas nécessairement conçus pour permettre aux enfants d'en profiter pleinement. Et donc avoir un petit espace sensoriel, un petit espace calme dans le square, eh bien, ça faciliterait le fait que les parents et les enfants puissent utiliser ces espaces verts. Et il y a un parent qui proposait aussi la possibilité d'amener des jouets de confort sensoriel ou d'en trouver sur place. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une recherche participative qui a été menée par l'Université de Barcelone, uniquement par des urbanistes là, et qui avait défini quelle pourrait être la construction d'une aire de jeu totalement adaptée aux enfants de la neurodiversité. Et donc ils ont sorti d'ailleurs un livret pour décrire tout ça, mais globalement, je dirais que nos premiers éléments vont dans le même sens. Et enfin, à l'école, un espace de retour au calme, ça on comprend bien pourquoi. Et le point sur lequel on a beaucoup parlé aussi, c'est la question de la signalétique. La signalétique qui n'est pas adaptée dans les villes, notamment aux personnes soit qui utilisent une communication alternative, soit aux personnes qui ont un trouble du développement intellectuel associé. Et on a parlé aussi d'un élément qui peut paraître, futile, mais c'est le fait que quand il y a des travaux, il y a des signalétiques temporaires jaunes là, qui sont placées, et elles ne sont pas toujours retirées. Et par exemple, les jeunes de l'IME, quand ils sortent de l'IME, il y a un passage piéton jaune comme ça qui a été mis, mais qui n'a jamais été retiré depuis des années. Et les jeunes, systématiquement, s'arrêtent et ne voient pas comment ils peuvent franchir cet élément. Et ça, c'est un truc stupide, mais ça, il faut absolument que la ville retire ces traces laissées au sol. Donc, l'idée des propositions qu'on peut faire à partir des questions sur la signalétique, et ça, oui, la question du besoin de sensibilisation aussi, elle est revenue très très fortement dans notre focus group. De dire que, en fait, par exemple, quand on est dans cet espace vert, les autres parents ne connaissent pas les particularités des enfants autistes et encore plus les particularités sensorielles, et que ça limite la possibilité des enfants de sortir. Et ils voulaient qu'on utilise la signalétique pour pouvoir sensibiliser les enfants, les adultes aux particularités sensorielles. Et c'est aussi le même résultat qui était paru dans l'étude de Clémence et Al, l'étude québécoise. On nous a dit aussi qu'il fallait que la signalétique soit claire, sans fioriture. Donc, je disais tout à l'heure de retirer les signalétiques qui sont plus d'actualité et d'essayer d'introduire les pictogrammes dans la signalétique de la ville. Et en dessous, là, on a des propositions de signalétique réalisées par notre urbaniste, là, Valentina Talus,
L'idée, c'était de trouver comment pouvoir cheminer entre un parking et une école. Et donc, elle propose simplement de mettre un petit trait bleu au sol pour suivre ce trait. Et quand on arrive devant un endroit dangereux, genre une sortie de parking, genre un passage piéton, et bien là, elle propose d'utiliser le rouge pour adapter. Elle n'a pas pu le tester en vrai, mais voilà, c'est une proposition. Donc finalement, ce premier temps, il nous a permis d'identifier des aménagements qui peuvent être favorables et défavorables, et c'était une étape essentielle pour nous permettre de ensuite trouver des parcours, puisque nous, notre projet, c'est de réaliser des marches sensorielles dans la ville, et donc pour trouver les étapes de ces marches sensorielles, il fallait qu'on identifie déjà ce qui était favorable et ce qui est défavorable. Et donc, quand on va faire ces marches sensorielles, on va proposer des questionnaires. C'est des questionnaires qui, au départ, sont utilisés par les urbanistes quand ils mènent des études. Alors, souvent, ils les font avec leurs étudiants ou ils les font avec des spécialistes de l'urbanisme. On comprend du coup assez aisément que le vocabulaire qui est utilisé pour ce type de protocole ne va pas être adapté à notre utilisation à nous. Ce qui fait que du coup, on a décidé de modifier complètement ce questionnaire pour l'adapter aux particularités cognitives et sensorielles des personnes autistes. Sensorielles parce que les personnes autistes vont avoir une palette beaucoup plus importante dans ce qu'elles peuvent éprouver face aux stimulations sensorielles. Là, avec nos amis urbanistes, ça va de agréable à désagréable. Bon, c'est un peu restreint, là, du coup. Et puis, on a décidé d'utiliser le facile à lire et à comprendre, et puis d'ajouter des pictogrammes en s'inspirant des travaux qui sont menés par une équipe qui mène des projets de recherche participative aux États-Unis, qui ont fondé un collectif qui s'appelle Aspire, et ils traduisent beaucoup de questionnaires médicaux. Voilà, et donc, pour vous donner une idée, c'est par exemple, donc, nous, c'est pas du tout une phrase que nous, on va utiliser, mais c'est juste pour vous donner une idée. Vous êtes gêné par les bruits de la ville, jamais, rarement, parfois, souvent en permanence. C'est souvent le genre de questions qu'on nous pose dans les questionnaires. Ça n'est pas précis. Donc il va falloir trouver une solution pour rendre plus précis. Et cette équipe propose notamment d'utiliser ce type de représentation. Ils avaient utilisé des pourcentages, mais les pourcentages, ce n'était pas nécessairement valable. Et donc ils utilisent maintenant ce type de représentation. Donc on va faire, pour réaliser ce travail, des entretiens de groupe avec des adultes au CRAIF, donc le Centre Ressources Autisme Île-de-France, avec des professionnels dans un IME, et puis avec des proches aussi, parce que je crois que c'est des regards qui sont complémentaires et qui sont absolument nécessaires. Et puis ensuite, on validera à une plus large échelle via un questionnaire en ligne. Donc notre projet, il va à la fois de résultats scientifiques, puisqu'on va créer un index d'adaptation de l'environnement aux besoins sensoriels des personnes autistes, qui sera basé sur l'analyse comportementale, sur les questionnaires qui auront été complétés par les personnes autistes durant les marches sensorielles, sur des enregistrements sonores, visuels, etc., des mesures physiques précises, et aussi sur des travaux de cartographie sensible et sensorielle. Et à partir de tous ces éléments-là, on va créer un index d'adaptation de l'environnement aux besoins sensoriels des personnes autistes. Ensuite, on a des résultats qui sont plus d'un intérêt sociétal. C'est notamment la création d'un kit très simple qui pourrait être utilisable par n'importe qui lorsqu'il aura envie d'évaluer son environnement sensoriel, par exemple sur un parcours. Vous allez d'un IME à une médiathèque, vous vous rendez compte que par moment les jeunes visiblement se sentent pas très bien, et bien à partir de ce questionnaire vous pourrez avoir toute une méthodologie qui vous permet de regarder si la raison ne pourrait pas être sensorielle, par exemple. Et puis je dirais le niveau sociétal le plus marquant, c'est le fait que comme on travaille avec des collectivités territoriales, on va leur demander de réaliser des micro-aménagements et d'intégrer nos résultats dans leur document de programmation d'urbanisme. Je vais vous parler maintenant d'un deuxième projet de recherche participative qui est porté par Caroline Demilly, par le centre iMind, parce que c'est toujours sur la ville, et là c'est dans le rapport avec les commerces de proximité. En fait, ils sont partis du constat que là encore, en termes sensoriels, ce n'est pas forcément simple d'aller dans des commerces de proximité et que les commerçants ne connaissent pas les particularités sensorielles des personnes autistes et du coup ne savent pas nécessairement ce qu'ils peuvent faire pour les accueillir mieux. Donc ils ont d'abord lancé une enquête en ligne et puis ensuite, à partir du résultat de cette enquête, eh bien, ils vont réaliser une petite application qui va permettre de recueillir un certain nombre de données
en milieu écologique et puis qui va permettre de sensibiliser aussi les commerçants à ces questions-là. Et enfin, ce sera la troisième étape et ils verront comment évaluer l'impact de ce dispositif sur la qualité de vie. Donc voilà les résultats du sondage qu'ils ont fait en ligne, avec les points négatifs dans les commerces, notamment la question des lumières, la question des parfums, la question d'espaces restreints où il n'y a pas beaucoup de place, et puis bien sûr l'environnement bruyant. Et ils ont aussi identifié qu'est-ce qui serait positif dans ces commerces. Donc la question d'un environnement calme, le fait de ne pas être obligé d'attendre dans la file d'attente, d'avoir des abords plutôt verdoyants, et puis de pouvoir bénéficier des informations en ligne pour pouvoir préparer son arrivée dans le magasin. Donc il y a un certain nombre d'autres éléments que je ne détaillerai pas, mais à partir de ça, ils vont réaliser maintenant des petites vidéos de sensibilisation qui permettront aux commerçants d'en apprendre plus sur les particularités sensorielles et surtout sur concrètement comment les commerçants pourraient faire pour accueillir de meilleure façon les personnes autistes. Et voilà, j'arrive à la fin de cette présentation en vous présentant un livret ressources qu'on a fait, qui est en gros la synthèse de ce que je vous ai dit. Et c'est une synthèse abrégée puisque ce livret que vous pouvez télécharger là, mais il y a un autre QR code aussi qu'on pourra vous montrer pour pouvoir le télécharger. Et bien ça c'est une version restreinte, mais il y aura une version qui fera un peu plus d'une centaine de pages d'ici quelques temps, qui sera plus détaillée et qui permettra vraiment de mettre en œuvre je dirais, des aménagements concrets. Voilà, donc là c'est les remerciements. Il y a des remerciements de beaucoup de personnes parce que quand on parle de recherche participative, ça implique forcément beaucoup de monde. Et là maintenant, je vais vous proposer simplement de regarder une petite vidéo pour vous montrer concrètement dans une ville qu'est-ce que ça peut faire de travailler sur la sensorialité. Et c'est une vidéo qui a été réalisée avec une galerie d'art contemporain municipale sur comment ils ont aménagé les ateliers qui sont proposés à des jeunes adolescents qui viennent d'un IME, mais aussi comment ils modifient l'espace muséal pour tenir compte des particularités sensorielles. Malikia, je suis monitrice éducatrice, donc au sein... Malikia, je suis monitrice éducatrice, donc au sein de l'IME Arpège. Je m'appelle Marine, je suis monitrice éducatrice. Francesca Maltagliati, chargée des publics et médiatrice à la Galerie Fernand Léger d'Ivry-sur-Seine. La Galerie Fernand Léger, c'est une galerie d'art contemporain municipal, orientée notamment vers l'art public, l'art dans l'espace public, la relation entre art contemporain et territoire et espace. Donc, oui, l'IME Arpège accueille 14 jeunes de 14 à 20 ans, autistes. La première exposition, on l'avait préparée justement en demandant quelles étaient les particularités de chacun des jeunes sensoriels, enfin je veux dire aussi ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, en pensant quand même au fait qu'il y avait un lieu dans la galerie un peu plus calme. Après cette première visite, il y avait quand même beaucoup de lumière, il y avait beaucoup de contraste, c'était je crois du rouge sur du blanc, un peu comme dans les parkings. Et je me souviens que Jennifer, pour le coup, elle avait assez mal vécu, elle avait passé toute sa visite, elle voulait pas nous suivre, bon déjà elle a un peu de mal avec le groupe, ça on en avait un peu parlé, et là en plus avec toute la lumière, enfin en tout cas ça nous a donné aussi des pistes pour la suite, vraiment penser à tout, et Francesca était très ouverte d'ailleurs et elle nous a proposé d'ailleurs d'elle-même aussi les aménagements pour les expositions suivantes. Moi, je suis allée à l'IME pour rencontrer les jeunes, donc c'était essentiel quand même que les jeunes puissent me rencontrer, puissent me connaître. Ok, nous, de notre côté à l'IME, il faut qu'on profite de nos séances en amont pour commencer à les familiariser, essayer d'anticiper au maximum ce qui allait se passer sans
casser le suspense et la surprise, mais quand même anticiper pas mal pour qu'ils se sentent concernés en tout cas. Voilà, à partir de l'IME jusqu'à la galerie. Et puis au sein même de la galerie, on leur a dit effectivement, il y aura des lumières, etc. On leur a dit tout ça. Donc, parce que dans l'exposition, effectivement, on sent toutes sortes d'odeurs, justement pour s'assurer que ça n'allait pas être trop agressif. Travailler les épices en amont, c'était chouette aussi. Mais aussi, à contrario, comme il y en a certains qui, justement, vont être un peu hyposensibles, justement, se mettre l'accent aussi sur les épices pour qu'ils puissent se dire ok, alors là, j'ai quelque chose qui m'a l'air joli, mais de loin, c'est seulement un quadrillage. Mais enfin, c'est pas qu'un quadrillage, s'intéresser vraiment à ce qu'il y a, mais encore une fois, c'est plus facile si, de façon concrète, on a un peu travaillé et justement s'ouvrir pour profiter des différents parfums. On a décidé de rester sur un rythme des 3 visites ateliers par saison. On a fait un rendez-vous préparatoire, c'est-à-dire on visite de l'exposition avec les 2 éducatrices pour voir s'il y a des possibles éléments de perturbation qui pourraient déranger les groupes, les jeunes. L'organisation, on a pris en compte la fatigabilité, c'est-à-dire qu'effectivement le fait d'être dans une structure, on va observer des choses, que ce soit effectivement, comme a dit Marine, que ce soit les lumières ou les odeurs peuvent être tellement fortes, ça peut épuiser un jeune. Et on a pris des petits moments de pause. On a eu une exposition de l'artiste Laurent Maréchal qui était sur la mémoire olfactive. Donc on avait dans une salle des meubles décorés et recouverts avec des épices et en général des matières odorantes. On a décidé d'entourer, de recadrer les meubles avec du scotch pour créer des barrières visuelles. Dans la deuxième salle de l'exposition, il y avait une installation sonore accompagnée par des lumières clignotantes. Donc on s'est rendu compte évidemment vite fait que les lumières clignotantes pouvaient poser problème. Donc on a décidé d'étendre toutes les lumières. On parle, je pense, d'une quinzaine des lampes différentes et laisser allumer juste de lumière fixe. Comme ça, en vrai, l'environnement était beaucoup plus apaisant pour les jeunes. Donc il y a eu des petites modifications qui après, en vrai, ne changent pas du tout l'essence de l'expo ou les propos artistiques, mais qui permettent de rendre plus facile et plus agréable la visite pour les groupes. J'ai préparé un atelier olfactif dans lequel j'avais mis les éléments et les matières de l'exposition dans des petits pots, accompagnés par des photographies qui décrivaient visuellement les matières odorantes. Par exemple, je sais pas, il y avait du café, et il y avait une image d'une tasse de café. Et ça a permis de rendre la visite en vrai plus facile parce qu'on avait déjà senti les odeurs qu'après on a rencontrées dans l'exposition. Donc on a le droit d'avoir des expositions sur mesure pour mesure. On a eu un moment merveilleux d'un jeune qui s'est mis à chanter, parce que je pense qu'il était tellement bien. Il a chanté, donc c'est un peu un retour de leurs sensations, de l'exposition. Donc tout simplement, on a eu aussi un jeune effectivement qui est verbal, il a eu par contre un comportement complètement différent, c'est-à-dire qu'il a apprécié l'exposition, mais il a eu un comportement un peu, pas agressif, mais dans sa manière de parler, oui, c'est nul, alors que non, c'est bien. Mais parce qu'il n'assume pas prendre du plaisir parfois. C'est ça, de dire que c'est nul, alors que non. Finalement, il dit que c'est nul, mais 3 jours plus tard, il va nous dire, tu sais, l'expo avec Francesca, c'était génial, c'était super, quand est-ce que le prochain rendez-vous? C'est ça, un peu pour nous titiller, voilà. Et c'est sa manière de faire, de s'exprimer, voilà. Personne qui n'a pas d'expérience avec l'autisme, c'est important d'avoir des connaissances scientifiques pour savoir que l'autisme, ça veut dire des choses et c'est pas les stéréotypes qui est diffusé, qu'on connaît le plus souvent. Voilà, c'est terminé. C'était simplement pour vous montrer comment finalement, à partir d'un travail scientifique, on arrive sur des modifications concrètes du quotidien. Là, il y a ce travail avec la galerie Fernand Léger pour lequel j'ai vraiment rien fait. En fait, c'est eux qui ont tout fait tout seuls. Mais par contre, on est en train de travailler pour que sur une fête de quartier, il y ait 1h30 calme
qu'il y ait un espace calme. Et dans cet espace calme, on proposera à tous les habitants une action de diffusion de la culture scientifique sur les particularités sensorielles, des jeux pour les enfants pour comprendre la sensorialité, etc. Et on continuera à collecter des témoignages sur l'expression de la sensorialité dans la ville. Mais voilà, on a toujours ce lien entre les sciences et un impact direct sur le quotidien. On a 5-10 minutes de questions si vous voulez, si vous en avez. Voilà. Moi je peux dire quelque chose, c'est que avant toi Grégory, je commence, le président de l'asso. C'est juste que toute l'intervention de Marie, ça fait écho à des projets qu'on a aussi, nous dans le 37, avec l'asso Les Effets Secondaires de Cyril Braguier, avec l'idée d'adapter tous les lieux de culture aux personnes TND et autistes quand même, avec des solutions simples, sensorielles essentiellement, mais aussi beaucoup de CAA, de tableaux de langage assisté, toutes ces choses-là qu'on essaie de mettre en place, qui sont déjà en place dans la galerie de Descartes et qu'on est en train de transposer au musée du tumulus de Bougon, peut-être celui du Grand Pressigny. Là, on est en train d'élargir, en fait, d'expérimenter un peu ces choses qui sont pas peu coûteuses financièrement, qui sont simples à mettre en place, mais qu'on ne retrouve que très rarement. Et l'idée aussi principale, c'est que ça soit en permanence adapté. C'est pas une journée visite IME, c'est tous les jours. C'est comme ça que ça permet aux familles d'enfants autistes de ressortir dans des lieux de culture. Souvent, ils les évitent parce qu'ils savent que ça risque de mal se passer. Et dans les musées, il y a souvent des adaptations pour le handicap moteur, pour le handicap sensoriel, mais pas trop pour les TND et les TSA. Voilà, donc on a un gros projet là-dessus, en lien avec l'INRAP d'ailleurs, l'Institut de recherche archéologique, là, puisque Séverine est zooarchéologue et galeriste aussi. Donc voilà, donc on a plein de projets en tête, on est en train de les construire tout doucement. Bonjour, moi je voulais vous remercier pour ce projet. Je porte un espoir dedans particulier auprès des institutions, notamment des MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, parce que c'est souvent quelque chose qui est peu pris en compte, voire totalement ignoré par les MDPH, c'est le fait de devoir se déplacer. Voir par exemple pour mon dossier personnellement, quand on me dit qu'il faut que je prenne les transports en commun si je ne peux pas conduire, bah non en fait, c'est pas possible. Ou alors qu'on m'oriente dans un SAMSA TSA qui est à l'opposé de là où je vis et qui m'impose de passer par le centre-ville de Tours avec 3/4 d'heure, 1 heure de transport en commun. C'est pas possible et en fait c'est compliqué dans les recours par recommander d'expliquer ça parce qu'on a l'impression qu'on est totalement ignoré, voire que c'est juste bah non on ment en fait. Et alors déjà quand on est handicapé on doit limite se justifier à chaque fois d'être handicapé voire s'excuser pour avoir quoi que ce soit. Alors en plus quand c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible pour quelqu'un qui passe dans la rue et qui ne remarque pas grand chose versus quelqu'un qui va se retourner au moindre bruit ou être interpellé par le moindre reflet d'un truc à l'opposé de la rue, ça peut être super compliqué. Donc j'espère que ça va porter ses fruits, au moins pour l'aménagement dans le milieu urbain et aussi auprès, pour faire peut-être tilter qu'il y a quelque chose à ce niveau-là vraiment à prendre en compte. Merci beaucoup. Et je vous avoue qu'on n'avait pas pensé au MDPH, mais votre remarque me fait penser qu'il faut qu'on contacte aussi les MDPH des villes avec lesquelles on va travailler. Il y en a des présents ici dans la salle. Oui, bonjour. Je suis maman d'une jeune fille TSA et psychologue de formation dans le 92. J'ai une interrogation sur le traitement de la couleur. Dans mon expérience de maman, je m'aperçois que le noir et blanc se traite beaucoup mieux que le rouge, le bleu, et même quand je suis revenue sur des pictos très simples, noir et blanc. Et voilà, je me demandais comment est-ce que vous intégrez ça. Alors effectivement, il y a des particularités qu'on a pu mesurer avec certains tests, notamment le test de Cambridge, au niveau de la perception des couleurs. Effectivement, entre le
le jaune et le bleu. C'est principalement là où on retrouve des particularités. Après, dans ce que vous décrivez, je pense que la question des troubles neurovisuels, c'est peut-être aussi une question qui peut être intéressante. Parce que dans les troubles du spectre de l'autisme, il y a aussi potentiellement des problèmes soit ophtalmologiques, soit neurovisuels, et que là, ça peut être intéressant de pousser là. Mais sur les couleurs, il y a des parties, enfin, il y a des choses même, je dirais, au niveau comportemental, quand certains enfants n'acceptent de manger que d'une certaine couleur, ou d'avoir une assiette que d'une certaine couleur, ou de ne porter que des choses... Voilà. Il y a un certain nombre de choses avec les couleurs. Maintenant, ce qui a été étudié en laboratoire sur les couleurs, là où on retrouve une différence, c'est vraiment au niveau ophtalmologique. Moi, j'avais une petite remarque aussi. Je vais dire, comme j'en ai parlé avec toi, que dans nos bilans diagnostiques, systématiquement, on fait un bilan neurovisuel auprès d'orthoptistes compétentes. Oui, merci. C'était juste pour élargir la demande vis-à-vis des MDPH, pour élargir l'étude des informations à l'ensemble, à l'accessibilité à l'ensemble des services publics. Parce que c'est bien de l'application pour les commerçants, c'est super, mais ça pouvait être élargi à l'ensemble des lieux où les personnes ont des difficultés à aller elles-mêmes, tous les services publics et les services auxquels elles sont contraintes de faire appel. Alors dans les marches sensorielles, on a effectivement prévu d'inclure des lieux de culture qui sont des lieux plutôt de service public. Après, ça reste un projet de recherche, ce qui fait que du coup, je dirais que ce sera la diffusion qu'on en fera la valorisation de ce projet avec l'ensemble du consortium et notamment les associations qui vont nous permettre d'aller plus loin, parce qu'on pense bien que les villes avec lesquelles on aura travaillé seront sensibilisées, qu'elles auront sensibilisé leurs agents, et en tout cas on va y travailler. Mais en l'occurrence, pour, je dirais, la dissémination, on comptera aussi sur vous tous pour nous aider. Bonjour. Oui, quand même, on est deux professionnels de la MDPH, donc on va apporter des réponses dans la mesure du possible. Effectivement, sur les notifications d'orientation, elles sont vers un type d'établissement et elles ne peuvent pas être forcément individualisées par rapport au lieu de vie de la personne et ses capacités. Après, aujourd'hui, il y a le service en ligne pour les personnes qui peuvent et qui ont la possibilité de déposer leur demande sur une plateforme sécurisée, ma MDPH en ligne. Sur le département 37, c'est tout frais, c'est du mois de mai, mais voilà, c'est en cours. Il y a quand même une vraie sensibilisation des professionnels et une prise en compte. Moi, j'interviens auprès des pompiers dans le cadre de la formation de services d'urgence aux personnes en situation de handicap, où on fait aussi une sensibilisation aux deux tons, à la sirène, etc., quand on doit intervenir dans un établissement qui accueille des personnes avec autisme, et d'autres exemples, mais en tout cas, c'est un des sujets sur lesquels on essaie d'attirer l'attention des pompiers qui sont susceptibles d'intervenir à un moment donné, dans la vie de tous les jours, pour quelques problèmes que ce soit. On a encore des progrès à faire partout, on est bien d'accord, mais je pense qu'il y a quand même une vraie prise en compte et une vraie considération malgré tout, des besoins divers et variés, et en termes d'accessibilité, des besoins de tous. Là aujourd'hui, on est spécialisé spécialement sur le sujet des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement. C'est à travailler aussi en complémentarité avec tout ce qui se fait en termes d'accessibilité pour d'autres types de handicaps. On sait que l'accessibilité universelle, c'est un vaste sujet. Par contre, on sera relais d'information, quand vous aurez pu avancer sur des applications, etc. Je sais qu'il y a une autre application qui est en train de se mettre en place par rapport au déplacement des personnes avec un handicap moteur. Pareil, une application participative où tout le monde pourra compléter et dire que dans telle rue, tel trottoir, etc. est pas accessible. C'est des choses qu'on pourra évidemment relayer sur le site de la MDPH pour espérer que le plus grand nombre de personnes aient accès à l'information. Merci la MDPH. Merci.
Merci. On est censé arrêter normalement, sauf s'il y a une énorme question. Non, normalement pas. On s'arrête. Merci. Merci.